quand un enfant commence à vous raconter l'histoire qui est l'histoire de quelqu'un d'autre, on le voit très vite. Et quand on n'a pas vraiment envie de rentrer réellement dans ces affaires-là, on a toujours la possibilité de se dire « Ah, c'est encore une histoire de divorce, donc c'est une histoire donc c'est inventé par la mère, et donc on met... » Alors, je ne dis pas que c'est mal, je dis qu'intérieurement, inconsciemment, on a là un prétexte tout trouvé pour rejeter l'affaire du côté obscur de la pensée, et non pas dans la clarté. La justice fonctionne bien en France. Attendez, Jean-Yves Le Guenec d'abord et Georges Glatz ensuite. Effectivement, nous savons pertinemment, comme nous sommes saisis d'un dossier, qu'en cas de divorce, il peut y avoir une difficulté. La meilleure façon de faire enlever le droit de visite au papa, c'est de l'accuser de violence sexuelle. On le sait. Non, mais on lui rend. Le document tente à prouver quelque chose de différent, en tout cas. Pas forcément le contraire. Non, mais c'est un seul cas. C'est un seul cas. Non, c'est pas un seul cas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous devons, nous, policiers comme magistrats, être extrêmement prudents. Comme disait Mme Bredin tout à l'heure, c'est une accusation qui est une accusation très grave. Donc, nous prenons un maximum de précautions. Nous essayons d'être le plus vigilants possible. Et puis, de plus en plus, en ce qui concerne la parole de l'enfant, il y a le policier, certes, mais de plus en plus souvent, nous faisons appel, par l'intermédiaire d'une réquisition qui nous est demandée généralement par le magistrat, à un examen de crédibilité de la parole de l'enfant, et l'enfant est reçu totalement en dehors du service de police par un psychologue, quelqu'un qui va l'écouter à nouveau et qui va évaluer la crédibilité. Mais monsieur Le Guenec, parfois il n'est entendu que 2 ou 3 heures. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un enfant de moins de 8 ans peut se confier en moins de 2 ou 3 heures et confier un tel traumatisme à un médecin qui ne verra qu'une fois, alors qu'on ne convoque pas, par exemple, des thérapeutes qui l'auraient vu pendant 6 mois? Non, mais c'est l'examen de crédibilité. C'est-à-dire qu'on essaye de s'appuyer sur un spécialiste autre qu'un spécialiste policier, bien évidemment, pour savoir si ce que dit l'enfant est crédible. Bon, c'est pas mathématique, bien évidemment. Donc, nous allons avoir à l'appui de notre procédure, pour la décision du magistrat, parce que c'est le magistrat qui va prendre la décision, en fonction de notre procès verbal, et puis de cet examen de crédibilité éventuel. Et à partir de là, il prendra une décision. Martinis d'abord, et ensuite on va parler des réseaux. Je voudrais simplement souligner le fait qu'il y a une habitude qui nous paraît totalement évidente de demander une expertise de crédibilité de l'enfant. On ne la demande jamais pour la personne présumée. L'expertise de crédibilité, c'est toujours sur l'enfant qu'on présumé coupable, vous voulez dire, ou présumé oui, mais on la demande toujours pour l'enfant, pour vérifier s'il ne ment pas, s'il ment. Cette question-là ne se pose pas pour les adultes. Il n'y a pas que l'enfant. Je sais, oui, mais enfin, on ne la demande jamais de cette façon-là. Si, les adultes qui sont victimes de viol ont un examen de crédibilité le même que celui. Oui, mais je parle du côté des personnes qui sont mises en examen. Qui pourraient être responsables. Qui pourraient être responsables et mises en cause. Une expertise psychiatrique, mais pas une... Mais pas l'expertise de crédibilité, c'est quand même intéressant. Si vous le voulez... J'ai pas fini ce que je voulais dire, excusez-moi. Et j'écoutais ce qui se passait sur ce plateau et je me disais que ce qui importait, c'est de pouvoir se rapprocher d'une meilleure compréhension du fonctionnement pervers de ces adultes qui utilisent sexuellement les enfants dans ces réseaux de pédophilie ou ces réseaux sectaires. C'est-à-dire que ce n'est pas... Bien sûr, on a besoin d'apprendre à mieux connaître ces victimes pour pouvoir mieux les protéger, mais je crois qu'on manque véritablement de connaissance du fonctionnement quasi hypnotique de ces personnes qui exercent sur les différents intervenants, juges d'instruction, une emprise tellement forte qu'on se dit mais oui c'est vrai, c'est l'enfant qui ment. Écoutez, justement ça tombe très bien parce qu'on va aborder la dernière partie de ce débat qui est une question essentielle après le document qu'on vient de voir. On a entendu parler d'organisation sectaire, on a entendu parler dans le document de trafic, d'assassinat d'enfants et d'enfants notamment venus de l'étranger, mais pas seulement. Est-ce que cela veut dire, là je me tourne vers vous Georges Glatz, qu'il y a en France des réseaux organisés de pédophilie? J'en suis totalement convaincu et d'autres également. Bien qu'on essaie de faire croire qu'il n'y a pas de réseau. On entendait encore récemment des magistrats dire qu'il n'y avait pas de réseau. Je crois que... oui, des policiers aussi. Je crois que pour comprendre le phénomène de la pédophilie, il faut distinguer les 3 secteurs. Il y a premier secteur, c'est la pédophilie classique, l'abus sexuel intrafamilial. Ensuite, on ne s'y attarde pas, ça touche pas au réseau. Il y a aussi ces pédophiles qui s'attaquent à la sortie d'un enfant à l'école. Ça se termine souvent tragiquement par la mort
mort de l'enfant, on ne veut pas laisser un témoin gênant. Ça ne touche pas encore au réseau. Troisième forme de pédophilie, la pédophilie dite institutionnelle. Parce que bien évidemment, j'entends ceux qui aiment s'approprier des enfants, le corps de l'enfant, vont chercher des professions qui les mettront en contact plus facilement avec des enfants. Alors c'est les chefs de scouts, éventuellement les prêtres, des policiers aussi, des magistrats, c'est pas moi qui le dis, c'est un procureur, on reviendra là-dessus, des éducateurs, des assistants sociaux, etc. Parce que c'est la technique du cheval de Troie. Quand un pédophile arrive à s'insinuer dans une institution, souvent à une tête de pont, il fait venir d'autres pédophiles. Puis évidemment, si on veut travailler tranquillement, en toute sécurité, pour être sûr d'être pas repéré, on va, si possible, dans une institution pour handicapés mentaux. Alors là, on n'aura pas de problème, on pourra effectivement exploiter les enfants. Mais vous nous confirmez ça, c'est pas encore les qu'il y a réseaux. bien des réseaux en France. Oui, je vais vous apporter quelques éléments. Je crois qu'il faut envisager à ce moment-là, quand on parle de réseau, sous l'angle économique. Parce que c'est un marché lucratif. Les cassettes Snuff Movies se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par Snuff Movies? Les cassettes avec mort d'enfants réels. Alors, j'entends, on en reviendra. Oui, ces cassettes existent. Il y a déjà quelques années en Belgique, on en a découvert, mais on en parle effectivement assez peu dans les médias. Mais elles existent. Du reste, Madame Gina Bernard, qui m'avait fait parvenir ce CD-ROM avec plusieurs photos d'enfants... Oui, ça fera l'occasion d'une enquête supplémentaire. Et qui est décédée, m'avait dit qu'elle avait aussi un CD-ROM à nous faire parvenir pour le faire sortir à la justice, mais malheureusement elle est décédée dans des circonstances assez mystérieuses, et je n'ai jamais pu produire cette cassette à la justice. Donc je disais sous un angle économique. On a assisté il y a quelques années à ces pédophiles qui allaient en Extrême-Orient consommer l'enfant, en Asie, en Bangkok. Et puis, j'entends, si on fait un business de ça, on a nous trouvé en Suisse une agence de voyage qui faisait commerce de ça. Mais c'est pas très rentable parce que malheureusement ces pédophiles ne peuvent aller qu'une ou deux fois par an jusque là-bas. Donc si on veut accélérer le marché, eh bien, on va rapprocher l'objet de consommation du consommateur, à savoir les enfants, et là on organise des filières, ainsi sur le pourtour méditerranéen, notamment dans certains pays, au Maroc, il y a des centres où vont les pédophiles. Parce que là, on y va avec 1 heure d'avion, on peut y aller sous le prétexte d'un voyage d'affaires, avec la bénédiction de la famille, puis on revient. Là, vous parlez encore de voyage, mais est-ce qu'il y a en France des réseaux organisés? Effectivement, il y a des réseaux organisés, des structures où on noyaute une région, où on a ce qu'on appelle des tissus de protection par rapport à la magistrature, par rapport à la police, et il faut les viviers d'enfance et les institutions. Écoutez, vous semblez... écoutez, c'est une dépêche de Reuters qui est toute récente. Le procureur de Nice, Éric de Montgolfier, Nice c'est quand même une région assez chaude, a affirmé qu'une affaire de soupçon de pédophilie pesait sur des magistrats avait été volontairement étouffée par la justice. Le procureur en poste depuis, enfin voilà, c'est ce que dit le procureur de Montgolfier. On va écouter Jean-Yves Le Guenec. Alors on va écouter Jean-Yves Le Guenec qui représente ici la police, et ensuite Martine Bouillon pour les magistrats. Oui, non, mais moi je peux pas vous donner d'informations, je peux pas vous donner un scoop ce soir. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu à traiter ce genre de dossier. Je n'ai jamais eu connaissance de réseau de fourniture d'enfants. Ce que effectivement, les voyages sexuels en Thaïlande, tout ça, je veux dire, pour avoir interpellé des pédophiles et avoir découvert dans leur agenda ou des billets d'avion, je sais parfaitement que ça, c'est quelque chose qui existe. Moi, je n'ai jamais eu connaissance d'enfants sur le territoire français qui auraient été fournis. Vous êtes en train de nous dire que c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'est arrêté à la frontière française. Non, pas du tout. J'ai pas dit que je ne sais pas. Excusez-moi, mais quand les enfants participent à ce qu'on appelle des partouzes où il y a plusieurs, personnes, c'est le début quand même d'une constitution de réseau. L'affaire, écoutez, soyons précis. Non, mais moi je vous parle de choses. Je vous parle de choses que je traite quotidiennement. Alors moi, je n'ai pas connu de... D'accord, mais moi je ne vous dis pas que ça n'existe pas. Je vous dis simplement que je n'en ai pas connu personnellement.
le voir, le procureur de Nice a dit que des magistrats avaient couvert des affaires de pédophilie. Je n'ai pas exercé à Nice, oui, certains magistrats... Je ne sais pas ce qui se passe à Nice. Non, mais on est en France, laissez-moi vous dire. Je sais que... Non, mais, Monsieur Glass, non, je suis d'accord. Le problème... Je ne vous accuse pas, vous, mais je dis il y a des affaires qui existent. Accusé. Ce que je veux dire, c'est que le problème, notre problème policier, c'est pas ces réseaux pédophiles, c'est la pédophilie quotidienne et ordinaire. Mais celle-ci ne pose pas de problème, je sais. En principe, non, parce que là... C'est celle-là qui existe en grand nombre. Oui, mais c'est celle-là aussi dont il faut parler. Mais bien sûr, mais celle-ci, vous la maîtrisez plus ou moins. Mais pourquoi vous réagissez avec autant de véhémence ? Rien passé. Non, mais parce que moi, je tiens à ce qu'on parle de choses qui sont avérées, si vous m'apportez effectivement la preuve, si au cours d'une enquête... Est-ce que ça n'est pas à vous d'aller la chercher, la preuve? Ah ben non, mais oui, effectivement, mais à partir d'enquêtes dont nous sommes saisis. À partir d'enquêtes dont nous sommes saisis. Si vous nous donnez des informations, je veux dire, on travaille tous les jours dans ce domaine. Tous les jours, on travaille dans ce domaine. Alors, les réseaux pédophiles de fourniture d'images par Internet, tout ça, ça existe. Ça, j'en suis d'accord. Ça, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas.